Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Inde et la gauche mondiale. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais au minimum, regardez l'émission, aimez, partagez et commentez. Sans plus tarder, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, Arnold Auguste. Arnold est un auteur, journaliste et analyste politique canadien basé à Montréal, au Québec. Il a beaucoup écrit pour des médias comme le Global Times et la Monthly Review. Et il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Cuba et ses voisins, la démocratie en mouvement. L'année dernière et cette année, il a voyagé à travers le Xinjiang, un autre nom pour le Tibet, documentant une partie de ce qu'il y a vu. Aujourd'hui, nous allons parler de son expérience en Chine. Arnold, bienvenue dans l'Inde et la gauche mondiale. Merci beaucoup de m'avoir invité, George. Je voudrais parler de ce que vous avez vu au Tibet et plus largement en Chine. Mais peut-être pourrions-nous commencer par toute la propagande occidentale à propos de la Chine en général et par la manière dont le Tibet y joue un rôle central depuis 1959. Pourriez-vous donc commencer par expliquer pourquoi l'Occident est si préoccupé par la Chine et quel rôle le Tibet joue dans la construction de cette propagande et de cette guerre de l'information contre la Chine? Merci beaucoup de m'avoir invité à l'émission. Je pense que la question est très pertinente. La Chine s'est tellement développée au cours des dernières décennies que même l'Occident doit reconnaître ses progrès. L'extraordinaire modernisation qui a eu lieu en Chine, le fait que même la Banque mondiale le reconnaît. Depuis 1968, en peu de temps, la Chine a sorti 800 millions de personnes de l'extrême pauvreté. C'est une étape historique remarquable, non seulement pour la Chine, mais aussi pour le monde. Donc, le récit de base est le suivant. La Chine a accompli tout cela, mais à quel prix? Et puis, si vous essayez de défendre la Chine, on vous dira « Et le Tibet alors ?» Bien sûr, l'implication est qu'il existe une discrimination envers les habitants du Tibet et de la province voisine où vivent de nombreux Tibétains. Or, je suis allé en Chine. Je connaissais déjà assez bien le pays et cette région, mais j'ai été agréablement surpris de voir comment les Chinois ont su associer modernisation et développement dans cette région, tout en, non seulement préservant, mais en réalité en promouvant la culture, la littérature, la langue et la religion du peuple tibétain. Nous reviendrons sur certains points concernant la modernisation et la préservation de la culture. Mais si nous pouvions commencer par l'année 1959 elle-même, car comme nous le savons, on a souvent affirmé, à l'initiative de la CIA et répété à satiété par la propagande occidentale, que 1959 représentait cette soi-disant invasion chinoise du Tibet, alors qu'en réalité, ce fut un grand moment d'émancipation du servage dans la région. Donc, si vous pouviez nous parler de la signification de 1959 et de l'intégration du Tibet dans le projet socialiste chinois, je pense que ce serait une excellente manière de poser le contexte pour la suite de notre discussion. Oui, c'est un excellent contexte. En fait, le 28 mars 1959, après de nombreux siècles de servage, une forme d'esclavage aussi dure que le féodalisme en Europe, voire pire, grâce à l'unification du Tibet et à l'aide du gouvernement chinois et du Parti communiste chinois, le servage fut enfin aboli. Ce fut un moment historique. Cependant, comme vous l'avez suggéré, tout le monde au Tibet n'en fut pas heureux. Au contraire, ceux qui avaient profité du système pendant des siècles, les propriétaires de serfs ou les membres de la théocratie, décidèrent de mener une lutte armée contre ces progrès, malgré la volonté de la grande majorité du peuple tibétain. Je veux dire, qui voudrait rester serf quand l'occasion se présente d'abolir le servage?
Cependant, cette révolte, fomentée et encouragée par les États-Unis, a été vaincue. Que s'est-il donc passé? Le Dalai Lama, qui bénéficiait du soutien de la CIA depuis le début, a été contraint d'admettre sa défaite, puis s'est enfui en Inde, où il réside aujourd'hui en tant que prétendant illégitime au titre de dirigeant du Tibet. Voilà la signification de mars 1959. Bien sûr, nous pourrions en reparler plus tard. Cela a encore des répercussions aujourd'hui, car le Dalai Lama a eu 90 ans il y a quelques mois, et le Premier ministre indien Modi lui a adressé un message de félicitations à cette occasion, ce à quoi les Chinois ont réagi assez vivement. Ils ont envoyé une note diplomatique au Premier ministre Modi en disant « Écoutez, comme vous le savez, la question du Tibet relève du peuple tibétain, des habitants de la région de Shigatse, et le titulaire actuel du poste de Dalai Lama n'est pas celui qui détermine la manière dont la succession a lieu. » Et il a répondu poliment, de manière diplomatique, « Ne vous mêlez pas des affaires intérieures de la Chine, ni de celles du Tibet, car le successeur du Dalai Lama est, historiquement et traditionnellement, choisi par le peuple tibétain lui-même, en collaboration avec le Parti communiste chinois et le gouvernement chinois. C'est donc une affaire toujours en cours, et lorsque le Dalai Lama décédera, je suppose que cela refera surface dans l'actualité. Mais voilà le contexte de base. L'essentiel, c'est que la Chine a sorti les gens du féodalisme, de la servitude, et s'est énormément développée. Je veux dire, tout récemment cette année, la Chine célèbre les 60 ans de la création de la région autonome de Xi'an. Et pendant cette période, de 1965, année de sa fondation, à 2024, le revenu par habitant a été multiplié plusieurs fois. L'espérance de vie est passée de 35 à 72 ans. Et il existe de nombreux autres exemples. Par exemple, le nombre d'écoles est passé de 1828 en 1965 à environ 3600 aujourd'hui. Ce sont donc là quelques-uns des progrès majeurs réalisés dans cette région depuis la création de la région autonome, il y a 60 ans. Le renversement du féodalisme et la constitution du capital humain, de l'éducation et de la santé. Voilà des réalisations marquantes de la Chine de Mao. Mais je souhaite également aborder la Chine post-réforme. Et l'un des accomplissements spectaculaires de cette seconde phase du socialisme en Chine, si l'on peut dire, est le projet de modernisation. La Chine post-réforme se présente très différemment de la Chine maoïste, dans la mesure où les infrastructures ont complètement changé et qu'elles ressemblent désormais beaucoup à l'Occident. Mais le Tibet est tout autre, bien plus spectaculaire, dans le sens où il est écologiquement beaucoup plus fragile, si je puis dire. Et la direction chinoise reconnaît cet équilibre, si l'on veut, entre écologie et développement. Donc, si vous pouviez nous parler de ce que vous avez observé en matière de projets de modernisation de la Chine au Zhejiang et au Tibet, et de la manière dont ils ont tenté d'équilibrer ces deux responsabilités, l'écologie d'un côté et le développement de l'autre. Je pense que ce serait très intéressant. Oui. Tout d'abord, je pense que c'est un point important, celui de replacer les choses dans leur contexte historique. En 1947, l'Inde est devenue indépendante, n'est-ce pas? En 1949, 2 ans plus tard, la révolution chinoise a triomphé. À cette époque, le PIB global et l'économie de l'Inde et de la Chine étaient très similaires. Cependant, depuis l'ouverture dont vous avez parlé, qui a eu lieu plus tard dans le cadre de la révolution chinoise, la situation a complètement changé. En s'ouvrant et en se modernisant, en réinvestissant tous les fonds que le gouvernement chinois tire de la vente de biens et de services sur le marché intérieur et à l'international, ces ressources ont été réinjectées dans l'économie. Une modernisation massive a eu lieu depuis, laissant l'Inde très loin derrière.
Et vous savez, il y a un point important ici. Je m'intéresse beaucoup à l'Inde, et cela soulève la question du rôle que l'Inde devrait jouer à l'avenir pour le bien-être de son peuple. Maintenant, en ce qui concerne l'environnement, nous avons visité de nombreux endroits au Xizang, et nous avons vu comment même dans cette région reculée et difficile d'accès, le gouvernement chinois, en collaboration avec les autorités locales de la région autonome, construit d'importantes sources d'hydroélectricité, une énergie propre. Nous avons vu d'immenses panneaux modernes utilisés pour transporter l'électricité, remplaçant les formes d'énergie produites à partir du charbon et d'autres matériaux nuisibles à l'environnement. Et j'ai également vu des exemples de la manière dont ils préservent les zones humides, et ainsi de suite. Le peuple chinois, contrairement à ce que disent les médias occidentaux, est très soucieux de l'environnement et de tout ce qu'il fait en Chine. Nous l'avons aussi constaté à Shenzhen. Tout ce qu'ils font, sans exception, prend en compte les aspects environnementaux importants pour le peuple chinois. Et vous savez, c'était tellement rafraîchissant de faire ce voyage en train de 3200 km pendant 22 heures depuis la province voisine du Qinghai jusqu'à Shenzhen. Nous avons vu d'immenses étendues avec des yaks en liberté, un paysage magnifique. Tout cela reste intact. Et même dans les zones périphériques, par exemple à Lhasa même, nous avons vu comment les autorités veillent à ce que l'atmosphère et l'environnement demeurent intacts à Lhasa en tant que ville. Je veux revenir sur ce cliché occidental de l'invasion culturelle ou de l'éradication culturelle, quel que soit le terme que vous préfériez, souvent associé au Tibet. Comme vous l'avez mentionné dans votre réponse précédente, au Tibet, le monastère était profondément lié au féodalisme. Une partie de ce clergé et de cet ordre ecclésiastique était donc rattachée à la classe des propriétaires terriens, les élites. La révolution chinoise, bien sûr, a brisé l'épine dorsale de cette structure sociale. Mais cela a ensuite été déformé et présenté comme un cas d'éradication culturelle. Vous savez, nous avons tout ce récit autour de l'invasion des Han, ce qui, à mon avis, n'a pas vraiment de sens. Mais la rhétorique est plus intense dans le cas du Xinjiang, étant donné la bien plus longue histoire d'immigration réelle depuis la Chine continentale vers cette région. Pourtant, nous avons vu les mêmes types d'arguments. Alors, pourriez-vous nous parler un peu de la façon dont la culture locale vous est apparue lorsque vous y voyagiez en tant qu'étranger? Cela ressemble-t-il à une ville ou une région ordinaire du continent, ou avez-vous également remarqué des caractéristiques particulières qui suggèrent quelque chose de très différent de l'image occidentale du Tibet? J'aime beaucoup cette question. Elle me donne l'occasion de, je vais présenter deux exemples. Le premier concerne les institutions que nous avons vues à Lhasa, des institutions culturelles et autres. Et le second est une école en internat que nous avons visitée, car le prétendu génocide culturel, selon l'Occident, se déroulerait dans ces écoles. Permettez-moi donc d'aborder les deux. Commençons par le premier point, les institutions. À Lhasa, nous avons visité environ 5 ou 6 endroits différents. L'Université du Tibet, un musée qui abrite des manuscrits retraçant des milliers d'années d'histoire et de société tibétaine, et ainsi de suite. Par exemple, à l'Université du Tibet, la langue d'enseignement est le tibétain. Il existe également un autre institut qui conserve des manuscrits et des documents remontant à des millénaires d'histoire tibétaine, ouverts à la consultation de tous. Aujourd'hui, dans ces institutions et musées, qui représentent en quelque sorte la véritable essence de l'âme tibétaine, son origine, sa religion, sa pensée et sa philosophie, non seulement tout cela est préservé, mais c'est aussi promu.
Donc la question que je pose, un peu comme un défi à ceux en Occident qui accusent la Chine de commettre un génocide culturel, est la suivante. Si la Chine voulait vraiment mener un génocide culturel au Tibet, la première chose qu'elle devrait faire, et nous le savons par l'histoire, n'est-ce pas, serait d'éradiquer les racines de l'histoire culturelle, la religion et la langue du peuple tibétain. Or, c'est le contraire qui s'est produit. Dans tous les instituts que nous avons visités, nous avons vu avant tout la promotion de ces institutions, de leur langue et de leur culture. Maintenant, l'un des principaux récits que l'on entend assez souvent, il revient de temps en temps, est que la Chine s'est tellement développée. Mais qu'en est-il des internats, de ce qu'on appelle le génocide culturel dans ces écoles? J'ai visité un internat, pas à Shenzhen, à proprement parler, mais dans la province voisine du Qinghai, qui compte une importante population tibétaine. Nous avons visité cet internat, et tous les élèves là-bas étaient tibétains. Ce que nous avons vu était incroyable. Je veux dire, je n'étais pas seulement un peu impressionné, je m'attendais à quelque chose de bien, mais c'était bien mieux que ce que j'avais imaginé. Tout d'abord, c'est une très belle école. Les langues qui y sont enseignées, par ordre d'importance, sont le tibétain, le Han et le chinois, ainsi que l'histoire, la politique, la géographie, les sciences, le sport, etc. Toutes les grandes matières que nous connaissons en Occident y sont enseignées, mais la priorité absolue est la langue tibétaine, et bien sûr son histoire. C'était une visite très importante. La qualité de l'internat est phénoménale. Je veux dire, nous avons eu des internats où les peuples autochtones, les peuples originels du Canada et des États-Unis, ont été placés dans des écoles résidentielles. C'était un génocide culturel. Si vous voulez un exemple, allez au Canada et aux États-Unis et regardez le génocide culturel commis contre les peuples autochtones là-bas. Dans cette école, par exemple, ils ont de magnifiques dortoirs, 4 dortoirs, 4 lits par dortoir, et ils ont même pris en compte le fait que la région est assez froide. Ainsi, pour le confort des élèves, les sols sont chauffés au gaz, c'est juste un exemple, et il y a une magnifique cafétéria à 2 étages pouvant servir 1200 élèves en même temps. Nous avons vu le menu, nous avons vu la nourriture. Je veux dire, beaucoup de personnes de la classe ouvrière en Occident, dans des pays comme le Canada et les États-Unis, envieraient le type de déjeuner que ces enfants reçoivent à l'école. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Cependant, dans cet internat, ils l'ont. L'exemple de cet internat constitue donc une réfutation très importante de l'accusation mensongère de génocide culturel. C'est complètement faux. Mais bien sûr, cela n'a pas empêché les États-Unis, le Canada et d'autres pays de porter cette accusation contre la Chine. Mais c'est à nous, qui visitons cette région, de veiller à ce que la vérité sur l'internat soit préservée. Dans ce contexte, en ce qui concerne l'évolution de la langue tibétaine, j'ai fait quelques recherches, et tout le monde au Tibet, dans cette région et dans les zones voisines, parle tibétain, 100%. Maintenant, au Canada et aux États-Unis, parmi les populations autochtones, le nombre moyen de personnes capables de parler encore leur langue d'origine. Devinez combien? Environ 5%. Donc de 5%, c'est un génocide culturel, à 100% parlant la langue. Ainsi, bien sûr, c'est l'un des nombreux faux récits, des mensonges auxquels nous devons faire face, et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi et d'autres voyageons en Chine, pour dire la vérité sur la situation là-bas. Et cela vous a frappé, même si vous venez du Québec, qui possède un héritage très distinct issu de la tradition française et qui a été entouré par ses mères anglicisées, si l'on peut dire, n'est-ce pas? Oui, en fait, j'ai écrit un article à ce sujet. Je suppose que c'est à cela que vous faites référence. Venant du Québec, vous savez, francophone,
Notre culture, notre langue, notre histoire, la poésie et plus récemment le cinéma, tout cela remonte au XIXe siècle, à des gens qui ont immigré de France vers le Québec. Donc il y a cette histoire, cette tradition. Nous avons notre propre cinéma, nos propres films, notre poésie, nos romans, nos essais, nos chanteurs, notre musique, et ainsi de suite, qui sont québécois, qui sont le Québec. Maintenant, malheureusement, malgré les tentatives des gouvernements canadiens et québécois de protéger cette tradition, ce patrimoine du Québec, nous sommes inondés, je ne veux pas employer de mots grossiers, mais nous sommes inondés par les stars américaines, les personnalités américaines, les chanteurs et tout le reste. C'est un flot continu. Cela ne s'arrête jamais. It's a continuous flow. We can't, there's no end to it. Taylor Swift, etc., etc. How do they get into Canada? Taylor Swift, etc., etc. Comment arrive-t-il au Canada? Tout d'abord, tout le monde au Canada a accès à CNN. Donc nous recevons cela de CNN et d'autres programmes consacrés à la promotion culturelle. Et puis même les médias canadiens sont tellement serviles qu'ils promeuvent eux aussi ces stars américaines. Ainsi, tous nos poèmes, poètes, musiciens, personnalités, etc., ne sont qu'une sorte de note de bas de page dans la lutte quotidienne et continue pour préserver notre propre patrimoine culturel. C'est pourquoi, lorsque je suis allé au Tibet, j'ai vu que c'était l'inverse. C'est ce qu'il nous faut au Canada. Nous avons besoin d'une législation claire pour soutenir et promouvoir la culture québécoise. Et bien sûr, certains n'aimeront peut-être pas cela, diront que c'est dictatorial, mais nous devons freiner l'invasion. L'invasion culturelle anglo-américaine dans notre pays. Et comment la religion vous a-t-elle frappé au Tibet? Je pose la question en raison d'une histoire complexe. Bien sûr, une partie de la confrontation entre la religion et l'État chinois relève de la propagande. Il est faux et propagandiste d'affirmer qu'en Chine, les gens n'ont absolument aucune liberté religieuse. Mais une autre partie découle d'une longue histoire de conflit entre l'État et les ordres religieux, qui n'a pas commencé avec la révolution socialiste. Elle remonte en réalité à la dynastie Qing. Le phénomène s'est véritablement intensifié après les réformes de 1890 en Chine, lorsque le projet de modernisation, qui nécessitait des terres et la reconstruction des écoles, est entré en collision avec le droit des ordres ecclésiastiques à la propriété foncière. Et c'est ainsi que les choses ont évolué. Et bien sûr, il y a eu des hauts et des bas pendant le grand bond en avant et la révolution culturelle. Cela s'est intensifié dans de nombreux domaines. Mais dans la Chine post-réforme, on observe un grand relâchement, notamment un essor du tourisme, qui dépend aussi de ces traditions, ainsi qu'un effort plus large pour préserver et moderniser les musées et la culture en Chine. Pourriez-vous nous dire un peu comment la religion, en particulier, vous a marqué au Tibet, compte tenu de toute cette propagande sur la religion en Chine en Occident? Oui, je ne m'attendais pas à autant. Mais en me promenant dans les rues de Lhasa, j'espère te donner envie de visiter cette région toi-même un jour. Ce qu'on voit surtout, ce sont des gens vêtus d'habits religieux. Il y a beaucoup de moines bouddhistes qui se promènent et ils prient aussi en plein centre de Lhasa. Nous avons visité un monument important là-bas, dédié à la religion. Plus tard, lorsque nous sommes retournés à Pékin, nous avons également visité un grand institut bouddhiste dans cette ville. Nous avons donc vu des gens prier, utiliser leur chapelet, accomplir leurs rituels, et ainsi de suite. C'est vraiment le contraire de ce que les gens racontent. Il y a peut-être eu quelques conflits au départ, comme vous l'avez mentionné, mais cela a été résolu. Désormais, la participation est totale et libre pour que chacun puisse pratiquer sa religion. Nous le voyons partout et les gens en sont fiers. En même temps, à Lhasa, nous voyons aussi une ville moderne, la jeune génération, des gens sur des skateboards, certains venant nous parler et pratiquer leur anglais. Partout où nous sommes allés, nous avons vu des personnes pratiquer leur religion dans les rues, dans les monastères, et ainsi de suite.
Aujourd'hui, cela s'épanouit et je dois dire que le gouvernement chinois, le Parti communiste chinois et les autorités locales de cette région, au Xizang, sont responsables d'avoir permis et encouragé cet essor religieux. Prenons un peu de recul et essayons de placer le Tibet au centre de la révolution socialiste chinoise, ou la révolution chinoise au sein du Tibet. Je suis très curieux, après avoir lu certaines de vos réflexions. J'ai constaté que vous avez également souligné un point que beaucoup d'entre nous ont déjà évoqué. La Chine a remarquablement réussi à intégrer des contraires, si l'on peut dire. Le marché et l'État, une combinaison harmonieuse et un équilibre entre les deux, le public et le privé, la tradition et la science, l'accumulation et la redistribution. Nous pourrions continuer encore longtemps à propos de ces combinaisons soigneusement équilibrées d'opposés apparents. Dans ce contexte, comment définiriez-vous le Tibet aujourd'hui, tel que vous l'avez perçu, en tant qu'observateur extérieur, bien sûr, dans la direction plus large vers laquelle se dirige la révolution socialiste chinoise? C'est en réalité une question historique très importante, la soi-disant contradiction entre l'individu et le collectif. J'ai été agréablement surpris lorsque nous avons visité une petite station technologique entrepreneuriale non loin de Lhasa, la capitale. Nous y avons vu quelque chose de très intéressant. Cela m'a vraiment marqué. Tout d'abord, pour entrer dans cet institut technologique, il suffit d'avoir un ordinateur, c'est tout. On fait une demande en ligne pour rejoindre le centre technologique qui fournit les bureaux, les installations et les connexions. Mais pour pouvoir postuler et être accepté, il faut également accepter ce qui suit. Soutenir la République populaire de Chine, le Parti communiste chinois et l'objectif du socialisme. Le socialisme chinois avec des caractéristiques chinoises, c'est une condition d'admission à laquelle ils doivent souscrire. Maintenant, certaines personnes en Occident disent « Oh, c'est contrôlé par l'État, c'est terrible. Le collectif prend le dessus et l'individu n'a plus d'initiative. » Eh bien, ce que j'y ai trouvé, c'est tout le contraire. Comme vous l'avez suggéré, c'est un excellent exemple. De tous les endroits du monde, au Tibet, qui n'est sorti que relativement récemment du servage dans l'histoire. Voilà, sous nos yeux, un exemple de la manière dont la Chine, à mon avis, gère avec succès cette contradiction historique entre le collectif d'un côté et l'individu, l'État et l'individu. Maintenant, donc ces jeunes gens vont principalement dans cette école. Ils ont conclu un accord selon lequel ils développeront leurs propres talents et leur propre initiative. En même temps, cela doit aller dans le sens de la modernisation et de l'objectif du socialisme en Chine. Nous avons donc cet exemple. Certains étudiants là-bas, un très petit groupe de jeunes entrepreneurs, ont en fait inventé un drone spécialement conçu pour les zones agricoles montagneuses du Tibet. Grâce à ce drone, les agriculteurs peuvent désormais l'utiliser pour fertiliser la terre et accomplir d'autres fonctions importantes pour développer leur culture. Il fonctionne également un peu comme un GPS, leur offrant une bonne vue d'ensemble du relief montagneux. De cette manière, ils parviennent à augmenter leur production, à accroître leurs ventes sur le marché et à améliorer leurs revenus. C'est à mon avis un très bon exemple de la manière dont s'exprime cette contradiction historique entre le collectif et l'individuel. L'État est présent avec cette entité entrepreneuriale en plein Lhasa. Les individus s'y rendent et peuvent développer leurs propres talents. Ils ont la satisfaction d'inventer un drone capable d'aider leurs compatriotes tibétains dans les zones montagneuses, tout en gagnant un revenu solide grâce à la vente de ces drones aux agriculteurs. Donc je veux dire, c'est en quelque sorte un retournement de l'histoire. Le Tibet étant peut-être la région la plus arriérée avant 1951, une société féodale, une société de serfs,
où environ 95% de la population était des serfs et 5% les propriétaires de serfs et les théocrates. Il y a seulement, vous savez, 50, 60, 70 ans. Et là, nous voyons en Chine un exemple de socialisme aux caractéristiques chinoises. La Chine, en collaboration avec le gouvernement central et les autorités locales, résout ce problème historique dans ce domaine particulier, rendre l'individuel et le collectif compatibles. À mon avis, le socialisme d'État et les initiatives individuelles ne sont pas incompatibles. En fait, ils se complètent. L'État est là pour aider à développer et encourager l'initiative individuelle. Et l'initiative individuelle, lorsqu'elle est guidée par un gouvernement tel que celui que nous avons en Chine, contribue à la modernisation et au développement du socialisme en Chine. Ce fut une expérience formidable. Je ne m'attendais pas à voir un modèle de socialisme aux caractéristiques chinoises au Tibet, dans une région qui sortait tout juste du féodalisme. Bien sûr, j'ai été assez frappé. Je ne suis jamais allé à Shenzhen, mais je suis allé de nombreuses fois sur le continent. En janvier prochain, je vais à Hong Kong, en Chine, pour 3 mois supplémentaires. J'ai été vraiment impressionné par la manière dont la Chine a su combiner ses aspects de modernité tout en préservant ses traditions. En Chine, je n'ai pas l'impression d'être dans un endroit étranger. Quand je suis, disons, à Chicago ou dans de nombreuses régions des États-Unis, je ressens cela à cause du sentiment d'insécurité que l'on peut y éprouver. Et je sais que j'utilise le mot insécurité avec précaution, compte tenu de l'évolution de la politique en Occident, sur la criminalité, l'immigration, et ainsi de suite. Mais la Chine a réussi à combiner ces aspects, de sorte que nous ne subissons pas les inconvénients de la vie dans un pays du Sud global comme l'Inde d'un côté, et de l'autre, nous ne ressentons pas un manque de communauté. Nous avons surtout discuté de cette question entre personnes du Sud global. Que peut apprendre le reste du Sud global de la Chine? Mais en réalité, je voudrais modifier un peu la question, puisque vous venez de l'Occident. Je voudrais vous demander, étant donné que la Chine a tant appris de l'Occident et s'est adaptée pour améliorer la vie de son propre peuple, tandis que l'Occident semble réticent à apprécier ou à apprendre de la Chine, selon vous, qu'est-ce que l'Occident pourrait apprendre de la Chine pour faire face aux difficultés qu'il rencontre actuellement? Eh bien, je pense qu'une chose que l'Occident peut apprendre de la Chine, c'est de suivre l'exemple chinois, consistant à apprendre de l'Occident. J'ai mentionné ce chemin de fer qui s'étend sur 2000 km, à une altitude équivalente à environ la moitié de celle du mont Everest. C'était un exploit d'ingénierie remarquable. 2000 médecins y ont participé pour s'assurer que les ouvriers ne souffraient pas du manque d'oxygène ni d'autres problèmes. Ce chemin de fer se distingue comme un excellent exemple de ce qu'il est possible de réaliser. Mais sa construction a été très difficile. Ils ont dû, par exemple, le bâtir sur le pergélisol, ce qui signifie qu'il existe une couche sous la surface qui reste gelée toute l'année. Alors qu'ont-ils fait en Chine? Ils sont allés en Alaska pour voir comment les habitants y faisaient face aux problèmes du pergélisol et du transport. Et l'autre chose très intéressante dans cette histoire de chemin de fer, que je répète souvent parce que je la trouve très importante, c'est que, en raison de la très grande distance, ils n'avaient qu'une seule voie. Cela posait donc un problème. Pour éviter les accidents, qu'ont-ils fait pour s'assurer que la communication entre les trains allant et venant soit si efficace qu'il n'y ait pas de collision? Ils sont allés en Allemagne, dans une ville dotée d'un immense réseau ferroviaire où de nombreux trains convergent vers la même gare. Ils ont utilisé ce type de système de communication, l'ont adapté à la Chine et l'ont appliqué au réseau ferroviaire chinois. Voilà donc la première chose que je dirais. C'est ironique, vous savez, d'apprendre de la Chine.
It's ironic to, learn from China. One has to learn. One of the things one has to learn is how. Il faut apprendre. L'une des choses qu'il faut apprendre, c'est comment la Chine apprend des autres. Je veux dire, dans mes échanges avec des camarades chinois dans le journalisme et tout cela, l'échange est très fluide. J'écris des articles pour des médias chinois. Je propose des articles, ils me répondent avec leur point de vue, et nous aboutissons à un article qui convient. Il y a donc ce respect mutuel, moi venant de l'Occident et eux de la Chine, un puissant pays socialiste. Je pense que c'est la première chose que les gens en Occident doivent apprendre. C'est la Chine, bien loin de ce qu'on dit, que la Chine est autoritaire et tout cela. La Chine est très, très modeste. Vous savez, ils se sont tellement développés et tout ce qu'ils disent au monde, c'est, vous savez, ne nous suivez pas. Ce que vous souhaitez, c'est une collaboration mutuelle, un échange mutuel entre nous deux. Et il y a une histoire intéressante que j'aime raconter à propos du miracle chinois, celui d'avoir enfin résolu le problème historique de l'individu face au collectif. Au Venezuela, un pays que je suis de près, le président a déclaré il y a environ 6 ou 7 mois qu'ils adoptaient le modèle chinois, c'est-à-dire la manière de combiner le collectif et l'individuel, l'État et l'individu. Et je pense que cela s'applique à n'importe quel pays du monde, y compris en Occident. Si les gens cherchent une nouvelle voie à suivre, oui, je pense que le modèle chinois est un bon exemple. Non pas à copier, car les Chinois seraient les premiers à dire qu'on ne peut pas les copier. Je suis d'accord. Nous ne pouvons pas copier. Mais ce modèle qui combine l'État et l'individu, l'importance de la modernisation, c'est vraiment essentiel. Lorsque je suis allé en Chine pour la première fois en 2003, il y a longtemps, j'ai été stupéfait. Je m'attendais à quelque chose de nouveau, mais j'ai été impressionné en arrivant là-bas en 2003 par les infrastructures en Chine. C'était en 2003, et c'était déjà si moderne. Et pourtant, c'est censé être un pays du tiers-monde. De 2003 à 2025, le pays s'est encore davantage développé. Et ce n'est pas seulement dans les grandes villes, dans les plus petites aussi, le développement se poursuit. La modernisation est en cours partout. Je voudrais vous donner un exemple pour illustrer cela. Lors de mon premier voyage en 2003, je voulais voir un village rural typique. Le guide nous en a donc emmené voir un. En traversant le village, il a dit « On peut reconnaître à leur maison qui est riche et qui est pauvre ». C'était en 2003. Maintenant, je prépare un autre voyage et j'ai recontacté le même guide. Je lui ai dit que j'aimerais retourner dans ce village pour voir ce qui s'y est passé, comment il est aujourd'hui. A-t-il été modernisé? Des efforts de réduction de la pauvreté y ont-ils eu lieu? Il m'a répondu « Eh bien non, vous ne voulez pas aller dans ce village. » Ce n'est plus un village typique. Les villages ont été complètement modernisés. Eh bien, c'est justement le but. Je veux y retourner, tu sais, de 2003 à 2026, chaque fois que je le peux, pour voir la différence qui s'est produite même dans les zones rurales en matière de modernisation. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, ce n'est pas seulement dans les grandes villes, c'est aussi à la campagne. Il y a tellement de vidéos en ligne montrant comment les Chinois ont accompli des miracles dans de petites régions, dans leurs villages, pour sortir les gens de l'extrême pauvreté et développer une économie locale très solide. Je pense donc que c'est quelque chose de très important pour que les gens comprennent la Chine. Vous avez fait un excellent point à propos de l'apprentissage auprès de la Chine, sur la manière d'apprendre du monde extérieur. Si je pouvais ajouter une note de bas de page, ce serait « Apprenez du monde extérieur », mais ajoutez aussi votre propre innovation. La Chine, comme vous le savez, a innové et s'est engagée très directement avec les institutions occidentales, même avec le FMI. Mais elle n'accepte pas tout ce qu'on lui dit. Elle accepte de manière sélective. Par exemple,
la réduction des tarifs douaniers. Mais elle n'accepte pas le contrôle total de ces marchés de capitaux, pour ne citer qu'un exemple. Et cela, je pense, conduit à ce qu'ils appellent le socialisme aux caractéristiques chinoises. J'ai été assez frappé en Chine par la curiosité des gens, et je ne parle même pas de ceux du gouvernement, mais des gens en général, leur curiosité à l'égard du monde extérieur. J'avais un peu mal compris cela avant de visiter la Chine. Je savais à quel point la Chine est vaste, que la plupart des gens ne parleraient pas anglais et que presque tout est disponible à l'intérieur, même du pays. Mais j'ai été frappé par la curiosité des Chinois envers le reste du monde. Ils sont très curieux sur le plan politique et en matière d'idées, ils sont très ouverts. Et comme vous l'avez dit, les Chinois sont très modestes. Ils sont forts, ils sont devenus de plus en plus confiants, mais ils restent extrêmement modestes et curieux. Je pense que le reste d'entre nous, le reste du monde, devrait certainement en tirer des leçons. Arnold, si je pouvais conclure en vous demandant de décrire un peu, en tant que personne de gauche, l'hostilité que nous constatons en Occident, y compris dans certains milieux de gauche, à l'égard du système chinois. Mais je voudrais aussi inclure dans cette même question des pays comme Cuba et le Venezuela, sachant que le Venezuela a littéralement été soumis à un siège considérable. Je veux dire qu'il a subi des sanctions, de la propagande et des menaces de guerre avec des troupes massées à proximité. Récemment, le président Trump a vraiment intensifié les choses de diverses manières, notamment en détruisant ses bateaux et même en impliquant la question du prix Nobel. Donc si vous pouviez conclure cette discussion en partageant vos réflexions, à partir de votre expérience de militant de gauche, dialoguant avec d'autres militants de gauche en Occident, sur cette hostilité envers les États socialistes réellement existants, je pense que ce serait une bonne façon de terminer. Oui, c'est une excellente question. Tu as éveillé mon intérêt, ou plutôt mon besoin, de dire quelque chose d'important. En tant que personne de gauche, je suis un disciple de Lénine. Entre autres choses, Lénine a souligné il y a longtemps, à propos des sociodémocrates, qui sont socialistes en parole, mais impérialistes dans les faits. Il avait tellement raison. Donc avec cette ligne directrice, je ne suis qu'un humble disciple de Lénine. Dès que Mamdani, la nouvelle étoile de la gauche américaine qui se présente à la mairie, a fait ses commentaires, ses contorsions opportunistes sur la question de la Palestine, tu sais, tôt ou tard, il devait finir par faire des déclarations disant qu'au moment même où les États-Unis essayent d'envahir ou de provoquer le Venezuela et Cuba, là à New York, il a dit, eh bien, il y a une dictature à Cuba et au Venezuela. Donc, comme quelqu'un de la gauche l'a dit, c'est là mon problème. Je pense que oui, l'impérialisme ouvert est terrible. Mais cet exemple ici, ces impérialistes sociaux, socialistes en parole et impérialistes en acte, est très très important, car il contamine la culture politique, la pensée des gens dans leurs pays respectifs. Et je pense que c'est la même chose en ce qui concerne la Chine. Beaucoup de ces impérialistes sociaux ont leurs problèmes. Oh, la Chine est un pays contrôlé par l'État, les médias sont contrôlés par l'État, et ainsi de suite. Tous ces récits à Clear Tweed ne reposent absolument pas sur la réalité. Je veux dire, je traite beaucoup avec la presse chinoise. Vous savez, la façon dont ils écrivent, ils sont tellement équilibrés et, comme vous l'avez mentionné, très intéressés par les étrangers et conscients d'eux. Et maintenant, beaucoup de gens en Chine parlent anglais. Donc nous pouvons avoir ce contact direct entre nous, en tant qu'étrangers, et eux en tant que Chinois. Je pense que la leçon importante à retenir, c'est que les gens ne devraient pas croire ce que l'Occident et leurs alliés social-impérialistes disent sur la Chine, le Venezuela, Cuba, et ainsi de suite. C'est vraiment une catastrophe de tomber dans le piège qui consiste à attaquer ces pays depuis la soi-disant gauche.
Nous allons nous arrêter là, Arnold. C'était une conversation fascinante. Nous n'avons pas eu le temps d'aborder votre travail sur Cuba et le Venezuela, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Cela laisse la porte ouverte à de futures invitations. Merci beaucoup pour votre temps. Ce fut un véritable honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudiar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.